Bonjour et bienvenue à cette session d'introduction à l'estimation. Donc une session qui sera divisée en deux parties, avec d'abord l'estimation d'une moyenne et pour terminer donc l'estimation d'une proportion. Alors pour commencer, on va reprendre l'exemple de la semaine dernière, qui je vous rappelle concerne Fiorina qui voulait en fait connaître le nombre moyen d'heures de travail pour les étudiants subdeco. On avait fait un schéma, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait représenté en fait par une grosse boule la population subdeco, donc grand N, sa taille égale par exemple 1500 personnes, et donc on avait nous seulement utilisé un échantillon, de taille par exemple petit n égale 100, une petite boule marron, et l'idée donc qu'on avait eue, c'est de faire un calcul, non pas sur la population, puisqu'on l'a pas, mais de faire un calcul sur l'échantillon. Donc on avait calculé la moyenne, donc au nombre d'heures de travail par semaine, des étudiants, des 100 étudiants de l'échantillon. Donc j'avais appelé ça M. Donc l'idée de l'estimation, qui consiste en fait à essayer de deviner mu à l'aide de M. Maintenant, on va aller au fond des choses et essayer de manière pratique de voir comment est-ce qu'on fait pour estimer mu à l'aide de M, pour essayer de deviner mu à l'aide de M. Supposons par exemple que sur les 100 personnes, on ait trouvé une moyenne de 10, donc 10 heures de travail en moyenne. On va donc essayer, à l'aide de ce calcul de ce 10, d'estimer, de deviner combien il y a dans la population, combien vaut mu dans la population. Première idée, c'est de se dire, je vais dire que dans la population, c'est pareil que dans l'échantillon, c'est 10. C'est pas si mal, c'est une estimation qu'on va appeler une estimation ponctuelle, de dire que mu c'est égal à 10, c'est égal à la statistique M. C'est pas si mal parce que M est un bon estimateur pour mu, un bon estimateur ponctuel parce qu'il est sans biais. C'est-à-dire que un estimateur a dit sans biais quand son espérance, sa moyenne, est égale au paramètre qu'il cherche à estimer. Donc dans la mesure où l'espérance, la moyenne de tous les M est égale à mu, eh bien c'est pas mal, c'est le moins mauvais estimateur qu'on puisse utiliser, de dire que mu est égal à M. Seulement, je pense que tout le monde le voit bien, il y a une erreur possible, parce que j'ai obtenu une valeur de M sur l'échantillon des 100 personnes, qui est 10, mais je peux que sur un autre échantillon, aléatoire, sur 100 autres personnes, j'ai obtenu par exemple 9 ou 11 ou 12. Vous avez compris la semaine dernière, je pense que M est une variable aléatoire, c'est-à-dire que d'un échantillon à l'autre, la moyenne varie. On a même étudié ça en détail, c'est la distribution d'échantillonnage de la moyenne. On a vu comment M variait d'un échantillon à l'autre. Donc l'idée, c'est de se servir de ce résultat, d'échantillonnage de la moyenne, pour estimer mu, non pas à l'aide d'une seule valeur, estimation ponctuelle, mais d'un intervalle de valeurs autour de M. On va dire que mu sera dans l'intervalle, par exemple, M moins quelque chose, M plus quelque chose. Par exemple, si M vaut 10, on va dire que mu sera dans l'intervalle 9-11 ou dans l'intervalle 8-12. Voilà. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Pas au pif, naturellement. On va essayer de déterminer les bornes de l'intervalle de manière sérieuse, en calculant donc par rapport à un niveau de confiance que l'on souhaite avoir dans le résultat, ou c'est pareil, c'est l'inverse, un risque d'erreur qu'on accepte lorsqu'on donne l'estimation. Risque d'erreur de taper à côté, d'avoir le mu qui n'est pas dans la fourchette donnée. Vous allez me dire, il n'y a qu'à prendre un intervalle de confiance très large. Évidemment, si vous dites que, si vous répondez à Jean-François Fiorina que la moyenne des heures de travail est située dans la fourchette 0-100, on va vous dire, merci beaucoup, effectivement, c'est une bonne estimation dans la mesure où vous êtes sûr à 100% qu'elle est correcte, mais par contre, elle ne me sert à rien. Donc l'idée de l'estimation consiste, dans l'intervalle de confiance, à prendre un bon compromis entre la confiance souhaitée, donc un bon niveau de confiance, et puis quand même ne pas avoir un intervalle de confiance trop large, parce qu'il ne sert à rien. C'est tout ça qu'on va faire, donc on va déterminer les formules pour l'estimation par intervalle. Alors on va s'appuyer, je l'ai dit, en fait, sur ce qu'on a vu la semaine dernière au niveau distribution d'échantillonnage d'une moyenne. Je vous rappelle le résultat de la semaine dernière, donc on a trouvé que grâce au théorème central limite, la distribution d'échantillonnage de la moyenne était approximativement normale. Voilà, donc la belle cloche, 95% des moyennes d'échantillons, par exemple, sont situées sous la cloche entre la moyenne moins 1,96 fois l'écart type et la moyenne plus 1,96 fois l'écart type. L'écart type de la moyenne, bien sûr, c'est pas l'écart type de la population, l'écart type de la moyenne, le sigma n, c'est le sigma de la population divisé par racine de n, éventuellement multiplié par un terme correcteur si la population n'est pas très grande.
Alors je dis 95%, c'est un exemple. Naturellement, on pourrait dire aussi que 99% des moyennes d'échantillons sont situées entre la moyenne moins, alors ce serait bien 96, moins 2,57 fois l'écart type et la moyenne plus 2,57 fois l'écart type. D'accord? De manière générale, donc on peut déterminer entre quelle borne et quelle borne vous avez tant de pourcents de la moyenne d'échantillons, d'accord, par rapport à la moyenne de population. Voilà. Alors, vous allez me dire que c'est pas ça qui m'intéresse, moi c'est l'inverse. Je n'ai pas la moyenne de la population justement, hein, je cherche à estimer. Hein. Moi j'ai un seul M et je veux déterminer en fait le mu à l'aide de M. Hein. Donc mon problème en fait c'est de déterminer quand j'ai un seul M, quand j'ai un seul échantillon, où se trouve mu. Alors on va faire un petit raisonnement très simple, hein, je pense que vous allez suivre sans problème. Regardez. J'ai repris le schéma précédent, 95% des petits m sont à une distance de mu qui est plus petite que 1,96 fois l'écart type. Quand j'ai un seul m, que pensez-vous de la proba pour que la distance qui sépare ce m du mu soit plus petite que 1,96 fois l'écart type? 95%. Hein. J'ai 95 chances sur 100, quand j'ai un m, que la distance qui le sépare du mu que je n'ai pas, soit plus petite que 1,96 fois l'écart type. Alors, le tour est joué. Hein. On a donc une formule d'estimation par intervalle maintenant, qui sera la suivante. L'intervalle de confiance à 95% pour mu, c'est m plus ou moins 1,96 fois l'écart type de la moyenne. Voilà. Alors, naturellement, ça marche dans le cas 95%, mais si vous voulez un intervalle de confiance, par exemple, à 99%, ce ne sera pas 1,96 qu'il faudra prendre, il faudra aller chercher plus loin. Hein. Donc, par exemple, pour 99, ce sera 2,57 fois l'écart type. De manière générale, si vous voulez un intervalle de confiance à X%, donc on prendra M plus ou moins Z sigma sur racine de N, donc plus ou moins Z fois l'écart type. Hein. Le Z correspondant donc à une valeur normale, c'est la valeur de la valeur normale, telle que entre moins Z et plus Z, j'ai X% des valeurs. Voilà. Donc c'est une formule à appliquer, après c'est tout simple en fait. Hein. Il n'y a aucun problème. Enfin, il n'y a presque aucun problème, parce que en fait, si vous regardez la formule, il y a un petit hic quand même. Hein. C'est que vous avez besoin pour l'écart type de la moyenne, donc pour le sigma sur racine de n, vous avez besoin de sigma. Et sigma, on l'a pas en général, hein. Parce que, je vous rappelle le contexte, vous avez que l'échantillon, vous n'avez pas la population, hein, parce qu'on cherche en fait à estimer mu, population, on n'a que l'échantillon. Donc si vous n'avez pas la moyenne de la population, il y a peu de chances pour que vous ayez l'écart type de la population. Vous n'avez pas sigma en général. Il y a des cas très particuliers où on peut supposer qu'un sigma ancien est encore valide, donc on peut supposer qu'on connaît. En général, on n'a pas sigma. Donc ça c'est un cas simple, hein, le cas sigma connu, mais dans la pratique, sigma est inconnu. Donc on passe tout de suite au cas sigma inconnu. Et donc on est embêté parce que la formule d'estimation dépend de sigma qui est inconnu. Alors là, je pense que vous avez tous un réflexe, en fait, puisque sigma est inconnu, il n'y a qu'à l'estimer, hein, comme pour la moyenne. Donc on va en fait estimer sigma par un estimateur, hein, qu'on va essayer de trouver. Première idée, on va se dire, l'écart type de la population, l'écart type de l'échantillon, pardon, pourrait servir d'estimateur pour sigma. Alors c'est une bonne idée à condition qu'on prenne une bonne valeur pour l'écart type échantillon. Alors, c'est ce qu'on fait si on prend la formule que j'ai donnée déjà il y a quelques semaines, en fait, qui est la formule de l'écart type échantillon dans lequel on divise non pas par n, hein, quand je prends la somme des carrés des écarts, c'est pas divisé par n, mais par n-1. Je vous avais dit qu'on en parlerait plus tard, voilà, on va en parler. Hein. On divise par n-1 justement pour avoir un bon estimateur pour sigma. Parce que si on divise par n, c'est pas un bon estimateur pour sigma, hein, c'est un estimateur qui est biaisé. C'est-à-dire que l'espérance de cet estimateur-là, quand on divise par n, n'est pas égale à sigma. Par contre, si je prends un S égal à la somme des carrés des écarts divisé par n-1, la racine de tout ça, hein, dans ce cas-là, j'ai un bon estimateur qui est sans biais pour sigma, c'est-à-dire que l'espérance du S est égale à sigma. Voilà, donc, sauvé, hein, on a un bon estimateur. Donc je peux remplacer dans la formule, je peux remplacer donc dans la formule de l'intervalle de confiance, je peux remplacer sigma par S. Le problème, c'est que si je remplace sigma par S, je fais une erreur, parce que S est un bon estimateur, mais c'est quand même pas la vraie valeur. Hein. Donc j'ai fait une nouvelle erreur, liée à ma nouvelle estimation.
Alors, l'idée, c'est que pour compenser, en fait, la nouvelle erreur que je fais, si dans la formule je remplace sigma par S, je vais remplacer Z par quelque chose de plus grand, hein, qui va en fait compenser, contrebalancer l'erreur que je fais sur le calcul de sigma. Voilà. Donc, on a une formule, en fait, qui nous servir beaucoup, hein, qui est la formule suivante, c'est M plus ou moins T, S sur racine de N, multiplié par C, qui donne donc l'intervalle de confiance pour la moyenne. Alors, qu'est-ce que T? Eh ben, T correspond donc à quelque chose de plus grand que le Z, donc c'est plus la loi normale, c'est une loi un peu plus aplatie qu'une loi normale, qui est ce qu'on appelle la loi de Student, et qui a un paramètre, en fait, on va voir ce que c'est, qu'on appelle le nombre de degrés de liberté. Hein. Et ce paramètre ici se calcule de manière suivante, c'est la taille d'échantillon, donc le n moins 1. Hein. Donc on dira que T suit une loi de Student à n moins 1 degrés de liberté. Alors, je l'avais dit, en fait, la loi de Student ressemble beaucoup à une courbe normale, en fait, c'est aussi une cloche. On va dire même que c'est une famille de cloches. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a dit, c'est une loi qui a un paramètre, donc le nombre de degrés de liberté, et donc qui, en fait, indique si la cloche est plus ou moins aplatie. Hein. Si vous regardez l'exemple, là, vous avez les deux courbes de Student, celle en trait épais, donc, est à 10 degrés de liberté, donc c'est une courbe qui est bien aplatie. Par contre, si vous voyez celle en très fin, donc à 25 degrés de liberté, donc elle est beaucoup plus raide, elle est beaucoup plus resserrée. Dans la pratique, on va voir un résultat intéressant. Hein. Vous avez dans la pratique le nombre de degrés de liberté qui est n-1. Donc si n est la taille d'échantillon, donc il suffit de retrancher 1 pour avoir le paramètre de la loi de Student. Donc on l'a vu, ça ressemble beaucoup à une courbe normale. Et même, donc résultat intéressant, si le nombre de degrés de liberté augmente, on a vu que la courbe de Student, en fait, devient de plus en plus resserrée autour de la moyenne, et en fait, elle se rapproche d'une distribution normale. Donc en pratique, en fait, lorsque la taille d'échantillon augmente, en fait, on peut, dans la pratique, remplacer Student, la loi de Student, par une distribution normale. Voilà. Et on peut remplacer donc dans la formule le T par le Z. Dans la pratique, ça se produit, on peut considérer que dès que n, taille d'échantillon, est plus grande que 30, on peut utiliser l'approximation normale. Attention, c'est pas faux de prendre T. De toute façon, le T que l'on prend quand n augmente se rapproche beaucoup du Z normal. On verra ça sur des exemples pratiques en TD. Dans la pratique, ce qui est important pour vous, c'est comment s'en servir de la loi de Student. C'est comme pour la loi normale, ce qui compte, c'est pas la théorie, c'est la pratique. Comment est-ce qu'on fait pour se servir de cette loi de Student? Alors, ça ressemble beaucoup à la loi normale, en fait. Vous avez, en fait, tout simplement à connaître naturellement le niveau de confiance souhaité, donc la proba, et puis donc vous avez le T correspondant si vous prenez une lecture inverse. Si par contre vous voulez avoir donc la valeur de la proba à l'aide d'une valeur de T, c'est une lecture directe de la loi qu'il faut utiliser. Donc ici vous avez un petit schéma assez simple à comprendre. Donc entre les bornes moins T plus T, c'est le niveau de confiance, le 1 moins alpha. Et donc vous avez à l'extérieur alpha, qui se divise en deux parties, puisque la loi de Student est symétrique comme une loi normale. Donc vous avez alpha sur 2 de chaque côté. Donc revenons donc aux fonctions Excel, ce qui vous intéresse. Vous avez un exemple ici dans lequel je cherche la probabilité d'avoir une proba correspondant à notre Student qui soit plus grande que 1. Plus grande que 1. Donc dans la pratique, il faut utiliser la fonction loi de Student avec comme premier argument 1. Attention, la loi de Student ne fonctionne pas comme la loi normale qui vous donne la portion de répartition, c'est-à-dire la probabilité d'être inférieure ou égale à la valeur. Là, c'est la proba d'être supérieure ou égale. Donc, c'est inversé par rapport à la loi normale. C'est effectivement pas très commode d'avoir la différence. Mais bon, je suis pour rien. Excel est bâti comme ça. On verra, de toute façon, beaucoup d'exemples en TD, et donc ça va vous rendre tout à fait à l'aise par rapport à l'usage de la loi. Donc, deuxième argument que je rentre à la loi de Student, c'est 20. Donc, nombre de degrés de liberté. Là, vous avez un exemple de lecture inverse. Donc, comment faire pour trouver le T correspondant à 95% des valeurs entre moins T et plus T, et donc 5% à l'extérieur. Il suffit de rentrer la formule, la fonction suivante sur Excel. Donc, loi de Student inverse. Premier argument 0,05.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas à diviser par 2, hein, puisqu'il considère là que la lecture est bilatérale. Deuxième argument que vous rentrez, donc c'est 20, parce qu'il y a 20 degrés de liberté. D'accord? Et donc on trouve une valeur, hein, qui est 2,086. Hein. Dans ce cas-là, on trouve une valeur qui est plus grande que le 1,96 qu'on aurait trouvé avec une loi normale, ce qui est logique, puisque je vous rappelle, la cloche de Student est plus plate que la cloche normale. Donc pour avoir 95% des valeurs à l'intérieur, il faut aller chercher plus loin sur les côtés, d'accord, qu'avec la loi normale. Hein. Donc entre moins 1,96 et plus 1,96 pour la normale, j'ai 95% des valeurs. Pour avoir 95% des valeurs avec une loi de Student à 20 degrés de liberté, donc il faut que j'aille chercher maintenant à 2,08 de chaque côté. Voilà. Vous verrez, tout ça va se faciliter, bien sûr, par la pratique. Donc, un exemple d'estimation d'une moyenne, hein, que vous pouvez essayer de refaire également sur Excel, sur une feuille, enfin, sur une fenêtre à côté. Hein. Donc, supposons que dans mon cas particulier de l'estimation de la moyenne des heures de travail, j'ai une population de taille 1500, donc grand N égale 1500, un échantillon de taille 100, une moyenne d'échantillon de 10, un écart type de 5. Voilà. Dans ce cas-là, donc comme l'écart type de la population est inconnu, donc on va utiliser la formule d'estimation avec T, hein, pour mu, M plus ou moins T multiplié par S sur racine de N multiplié par C. Donc on va faire l'application numérique maintenant. Donc si on calcule pour le terme de confiance à 95% pour mu, hein, on va déterminer le nombre de degrés de liberté qui vaut 99, pas pour 99 parce que vous avez taille d'échantillon 100 moins 1, 99. La lecture du T, vous pouvez vous exercer à le faire sur Excel en parallèle. Donc la lecture du T c'est 1,98 qu'on obtient en utilisant la fonction d'Excel loi de Student inverse pour 0,05, donc qui correspond à 1 moins 95%, et puis 99 degrés de liberté. Donc on trouve une valeur qui est un peu plus grande que le 1,96 de la normale, mais qui est assez proche en fait. Hein. À 100 degrés de liberté, en fait, on aurait très bien pu utiliser l'approximation normale de Student, hein, taille d'échantillon assez grande quand même, 100 personnes, et donc vous voyez que le T fourni par Student, dans ce cas-là, est très proche du Z normal. Donc finalement, on détermine le terme correcteur, parce que dans ce cas-là, le grand N, 1500 personnes, n'est pas très grand par rapport à petit n, donc ça fait 0,98, donc c'est pas tout à fait négligeable. En approximation, on pourrait le négliger, mais si on veut un calcul plus précis, il faut le calculer. Et donc on trouve finalement comme intervalle de confiance 9,02, 10, 98. Hein. Ça veut dire que vous pouvez dire qu'il y a 95 chances sur 100, hein, pour que le mu, donc la moyenne des heures de travail par semaine pour la population subdeco, soit située dans la fourchette 9h, 11h, hein, j'étais un peu plus loin, hein, entre 9 et 11, il y a 95 chances sur 100 d'avoir raison, il y a seulement 5% de risque de vous tromper quand vous donnez la fourchette 9 11. Voilà. Alors maintenant, on va faire la même question. Hein. Supposons qu'on s'intéresse à estimer la proportion de fumeurs dans l'école, et supposons que l'on a uniquement un échantillon pour le faire. Donc on va calculer sur l'échantillon, toujours pareil, donc la proportion des fumeurs, que je vais appeler donc PE, la proportion échantillon, et on va se servir du P échantillon pour estimer le P population. Alors naturellement, l'estimation ponctuelle, c'est pas terrible, hein, c'est-à-dire que calculer à l'aide de ce qu'on a sur l'échantillon et donner uniquement cette valeur-là pour la population, on va avoir une erreur. Un P varie d'un échantillon à l'autre, et donc plutôt qu'avoir une seule valeur, on va en fait estimer la P proportion population, par un intervalle de confiance autour de PE. Hein, on va se servir, donner une fourchette en fait pour l'intervalle de confiance. Alors, si n est suffisamment grand, donc résultat de la semaine dernière, on peut considérer que la distribution de PE est normale. Il y a pour écart type, donc sigma de PE égale racine carrée de P facteur de 1 moins P sur n multiplié par C. Voilà. Donc
on a la formule, qui vous permet de calculer. Hein. On va pouvoir donc renverser la formule maintenant et trouver donc l'estimation de P à l'aide d'un PE. Hein, même calcul que la semaine dernière. Donc pour estimer une proportion, on va donner l'intervalle de confiance suivant, proportion d'un échantillon, PE, plus ou moins Z, multiplié par l'écart type de la proportion, dont la vraie valeur c'est racine carrée de P facteur de 1 moins P sur N, mais que l'on va estimer par racine carrée de PE facteur de 1 moins PE sur N. Alors, une petite parenthèse, le vrai bon estimateur sera divisé par N-1. Mais dans la mesure où on va se limiter aux grands échantillons pour estimer une proportion, dans ce cas-là, en fait, on va, pour simplifier, en fait, diviser par N également. Voilà. Donc la formule d'estimation, c'est P plus ou moins Z multiplié par l'écart type. On va tout de suite faire l'application numérique pour terminer. Un exemple. Hein. Supposons que j'ai calculé sur l'échantillon des 100 personnes subdeco. On va tout de suite faire l'application numérique pour terminer. Un exemple. Hein. Supposons que j'ai calculé sur l'échantillon des 100 personnes subdeco une proportion de fumeurs de 28%. Donc PE égale 0,28. Donc dans ce cas-là, on va utiliser la formule donc P plus ou moins Z multiplié par l'écart type qui est racine carrée de PE facteur de 1 moins PE sur N. Et dans ce cas-là, donc on peut trouver un intervalle de confiance à 95% pour la proportion de fumeurs. Hein, application numérique. Z vaut 1,96. Terme correcteur en calcule également. Et on trouve donc l'intervalle de confiance qui est 0,193, 0,367. Donc petite remarque, en fait, l'intervalle de confiance est ici très large. Hein, c'est-à-dire que le résultat que vous avez, c'est que le pourcentage de fumeurs à l'école est compris entre 19% et 37%. Donc ça vous fait en fait un résultat qui n'est pas très bon, hein, la fourchette est très large. En fait, ça c'est dû à la taille d'échantillon, qui est pas très petite, hein, n égale 100, mais qui par contre est un peu trop petite pour estimer correctement une proportion. Hein. Pour estimer une proportion de manière correcte, on verra ça sur différents exemples, en fait, il faut vraiment avoir un échantillon important. Hein. Sinon, le résultat qu'on obtient est assez imprécis. Hein. 19%, 37%, c'est pas terrible. Donc en TD, on va faire différents exemples pour estimer des moyennes et des proportions, de manière à ce qu'on soit tout à fait familier sur les calculs à faire et sur l'interprétation, naturellement très important, de ces fourchettes. Voilà, donc merci pour votre attention et donc à très bientôt en TD pour de la pratique. Au revoir.